Il est 13 h, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce journal. Tout est fait prêt au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée LEPI pour transmettre ce 10 février 2021 le fichier électoral à la Sénat. L'assurance a été donnée par Gilbert Sourou Bagana, président de l'institution. Conférence de presse ce mardi 9 février 2021 du Mouvement populaire de libération du peuple MPL. Face aux professionnels des médias, les responsables de ce mouvement ont affiché leur position sur le déroulement du processus électoral en cours au Bénin. Les détails dans un instant. Et puis en interactualité, on parle économie, notamment avec le PIB de la province du Guangdong. C'est dans le sud de la Chine qui a franchi la barre des 11 milliards de yuan, ce qui positionne ce pays devant la Corée du Sud. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Tout est fin prêt au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI afin que ce mercredi 10 février 2021, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoive le fichier électoral. L'assurance a été donnée par le président de l'institution ce mardi à l'issue d'une séance de travail avec les différentes organisations impliquées dans le déroulement de ce processus. Je vous invite à suivre respectivement Gilbert Sourou Bagana, président du COS-LEPI, Augustin Tabek-Bian. Il est président du CES, suivi des propos de Joël Ataï. Le calendrier électoral nous oblige à déposer la liste électorale. Vous savez que cette liste est le fruit d'un long travail de moins 6 mois de COS-LEPI, de cadre de concertation. Donc il est bon que le cadre de concertation se retrouve pour faire le point des activités et se rassurer de ce que la liste serait transmise dans de bonnes conditions. Donc, nous avons fait le point et nous sommes satisfaits du travail abattu. Nous sommes satisfaits de la convivialité qui a caractérisé nos séances, de l'objectivité, de la transparence avec laquelle nous avons fait le travail. Tout simplement, ce que je voudrais compléter, c'est dire mes félicitations à tous les membres du COS, du cadre de concertation, parce que nous avons mené une mission nationale avec transparence, avec dans les échanges qui ont conduit à un consensus de tous les acteurs de la société civile comme des acteurs politiques. Mais je me dis, c'est une fierté. Nous avons fait un travail vraiment exemplaire pour tout notre peuple. Et j'espère qu'il en sera fier. Avec la bonne volonté des différentes parties prenantes, l'ambiance de travail a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même, de s'assurer que le COS remplissait sa mission et essayait de mettre en œuvre également les recommandations issues du cadre de concertation. On finish et c'est avec satisfaction qu'on peut constater que nous sommes au terme de cette mission-là. Voilà, ils étaient au micro de Stanislas Tadegnan. Audience à la Cour constitutionnelle ce mardi 9 février 2021. Joseph Diogbenou a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Chambas, et sa délégation. L'entretien a porté sur l'organisation de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril prochain. Suivez un extrait de ses propos à la sortie d'audience. Ma visite au Bénin se situe dans le contexte de la préparative pour les élections présidentielles du 11 avril. Donc, comme vous savez, la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique, un rôle très très important dans ce contexte des élections présidentielles. Donc, nous sommes venus échanger avec Monsieur le Président de la Cour, voir comment ils sont en train de travailler pour assurer que les élections se tiennent à bonne date et que le processus peut se dérouler faisable et dans le contexte de la Constitution, les lois de Bénin. En tout cas, pour les Nations Unies, nous travaillons dans une perspective
et la prévention de conflits. Donc nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, avec crédibilité et dans la transparence aussi. Le président nous a expliqué, la Cour attend les dossiers déposés par le candidat présidentiel qui est toujours avec le Sénat. Et dès que les dossiers sont reçus, il va aussi commencer le travail. Conférence de presse du Mouvement populaire de libération MPL ce mardi 9 février 2021 à Cotonou. Face aux professionnels des médias, les responsables de ce mouvement ont affiché leur position face au déroulement du processus électoral en cours, puis donné leur position également sur certaines candidatures se réclamant de l'opposition. Elia Djiran pour le compte rendu. Très attendu dans la course pour la présidentielle 2021, le mouvement populaire de libération justifie sa position. En dépit de la pression d'une partie de nos militants d'aller déposer, vaille que vaille, même un dossier incomplet à la Sénat, les mêmes qui dans un passé récent nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales. Car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place. Ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. On peut se demander pourquoi. N'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? C'est le lieu de rendre un hommage au ministre Galiou Soglo, à qui nous souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement. Le seul qui est resté cohérent envers lui-même en déposant son dossier sans colistier, sans parrainage. Nous vous avons évité l'humiliation d'aller déposer un dossier incomplet. Sinon, le jour même du dépôt des dossiers, nous étions avec les quelques élus qui voulaient nous soutenir dans cette logique, dans la sauvegarde de notre démocratie. Nous avons décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas donner caution au processus. Dans leur déclaration, ils rappellent que tous les candidats ayant déposé leur dossier avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé ont validé le processus électoral en cours et désormais ne doivent plus se réclamer d'une quelconque opposition. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Le pouvoir et ses alliés sont démasqués. Aujourd'hui, le pouvoir et ses alliés on les voit désormais de façon très claire. Sinon, comment comprendre que dans un contexte aussi difficile, que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Prenant à témoin le peuple béninois, ils réaffirment leurs engagements à poursuivre la lutte pour le rayonnement de la démocratie. Le peuple aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Et le mouvement populaire de libération tend ses bras à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces jeunes gens épris de paix et de justice pour qu'enfin nous fassions la lutte. C'est un nouvel envol entre les responsables du parti et les militants à la base. Votre chaîne de télévision ETélé a animé ce mardi 9 février 2021 une émission spéciale au sujet de l'appel de l'ancien chef de l'État Boni Yayi. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce plateau, notamment les appels de l'ancien président à un dialogue national, puis celui de la compatriote Rekia Madougou, invitant les élus du peuple à libérer les parrainages. On suit le point avec Stanislas Tataleo. L'appel de Rekia Madougou qui invite les élus à libérer le parrainage et celui de Boni Yayi qui évoque, entre autres, la fin du mandat du président de la République en exercice sont les deux sujets majeurs abordés au cours de cette émission spéciale. Des appels qui n'étonnent guère les invités de Romuald Honui. Pour moi, a priori, ça ne pose pas le problème, je le prends parce que il n'intervient pas là en tant qu'ancien président, mais il intervient en tant que président d'honneur du parti Les Démocrates. C'est à ce titre que moi je le prends. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui a été pondu et qu'on a tous lu depuis quelques heures, on peut d'ores et déjà témoigner que subtilement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indices qui ont été mis à nu dans ce brûlot qui tend à vicier le débat et à jeter un processus qui a démarré quand même
dans la quiétude, même si on peut avoir quelques soubresauts ici et là. Un brûlot qui nous lance dans un agenda qui personnellement ne me surprend pas et qui ne prend pas beaucoup de gens à revers. Pour la réalisation de ces objectifs, notamment le dialogue, l'ancien chef de l'État dit vouloir compter sur la sagesse des forces armées béninoises, un souhait que rejettent les débatteurs. Ce qu'il dit là, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous, forces armées, vous devez considérer comme moi, le 6 avril au matin, le président Talon n'est plus président de la République et vous devriez ne pas envoyer vos armes et vos troupes contre les populations qui s'insurgeraient contre tout autre exercice du pouvoir, comme la Constitution le permet, les 45 jours de prorogation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au nom de l'usage de la force légitime, vous tourniez vos armes contre les populations, parce que les populations seraient dans leur droit, le 6 avril matin, d'exiger, de constater le vide constitutionnel, alors que tout a déjà été vidé à ce niveau. Je pense qu'on est dans un remake du scénario de 2019. On va se jouer à faire peur, on va amener de la tension pour déjà exciter un peu ce qu'on peut exciter, quitte à les jeter dans les rues. On est dans ce... Et tout le monde a vu ce scénario venir. Si cela ne tenait qu'à moi seul, Alphonse Moïse Souré, on ne parlerait plus jamais de Boni Yayi. Vous n'allez pas me voir faire un débat parler de Boni Yayi. Parce que c'est davantage le fait de la publicité. Quand on a été chef d'État, on a fini l'exercice de son mandat, on se repose. La cacophonie qui s'observe au niveau du Parti Les Démocrates au sujet du parrainage a été évoquée. On a un certain foutoir au niveau des démocrates. On a le duo qui dit « Ah, moi je veux du parrainage, libérer les parrainages ». On a le président du parti qui dit « Le parrainage, on n'en veut pas ». Et on a le leader charismatique du parti qui n'en parle même pas. Ça ne fait pas du tout sérieux. Je me dis, est-ce que c'est maintenant? J'aurais aimé que ce discours-là soit délivré avant l'ouverture du processus d'enregistrement des candidats. J'aurais aimé au moment où les autres parlaient de « nous n'en voulions pas », que l'opposition s'entende pour parler un langage. Parce qu'aujourd'hui, ce discours n'est pas approprié dans le temps. La lettre ouverte de Daniel Eda, adressée à Patrice Talon, était aussi un sujet décrypté par les invités. Toujours au sujet de la sortie de ces anciennes personnalités, le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican s'est prononcé suivant. On ne peut pas admettre qu'un ancien chef d'État se prévale de ce statut-là. Et de son statut, même d'ancien président de l'Union africaine, ce statut qui ne lui donne aucune voix de plus que la voix des citoyens. Mais qu'il s'en prévale pour appeler à la désobéissance et appeler les militaires à la révolte. Sur la base de textes qui ont déjà 15 mois d'existence, il était où? Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle? En appelant, en tant que chef suprême des armées, ancien chef suprême des armées, il en appelle aux militaires. Vous pensez que c'est un bon appel? C'est un appel à la paix, ça? Il y a eu des actions concertées, un peu comme 2019. Où on envoie chacun jouer sa petite musique et bon voilà, chacun utilise son ancien statut, ancien professeur, ancien président de la Cour constitutionnelle, professeur agrégé, je ne sais pas, nationalité africaine, ancien ministre, on la sort de n'importe où comme candidat, et puis bon, ça fait le tour, ça dit ce que ça a envie de dire, et c'est un peu l'action concertée. Et tout ça dans une cacophonie absolument ambiante. Où est le problème? Lorsque lui-même, ces gens disent qu'ils ne veulent pas du parrainage. Quand vous ne voulez pas respecter la loi, vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous aide. Et ils pensent que son heure peut sonner à nouveau. Je pense que les Béninois doivent dénoncer cette posture. On va vous dire, ah mais vous l'avez soutenu. Mais on avait soutenu le président de la République qui avait des postulats, qui disait vouloir refonder le pays. Tout le monde en avait besoin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est que quand lui est au pouvoir, que force doit rester à la loi. Et une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il doit en vouloir à celui qui l'a succédé. Je pense qu'il déçoit cette frange de Béninois qui a peut-être cru en lui pendant un bon bout de temps, qui a cru en sa politique et qui a cru en sa littérature, en ses discours. Je pense que c'est des propos désobligeants envers le peuple béninois. L'armée béninoise à la rescousse des populations des départements du Borgou et des collines. C'était ce 1er au 5 février 2021 grâce à l'opération des sécurités intérieures baptisée Imolédé. Les populations des localités ont pu bénéficier des soins de santé gratuitement. Le reportage de Stylia Padono.
Depuis quelques années, l'actuel gouvernement a fait de la lutte contre le grand banditisme, l'extrémisme violent et le terrorisme son cheval de bataille. S'inscrivant dans cette dynamique, les forces armées béninoises ont déclenché dès le 1er février 2021 l'opération Imolédé dans les départements du Borgou et des Collines. Cette opération de grande envergure, pilotée de concert avec la police républicaine, la douane, les eaux et forêts, a non seulement permis aux hommes en uniforme de sympathiser avec les citoyens des communes de Touy, Tchaourou et Kalalé, mais aussi et surtout de rendre aux populations toute leur quiétude. Au début de la mission, les populations avaient quelques appréhensions. Mais avec les différentes rencontres avec les autorités locales, et surtout avec les patrouilles qui se sont multipliées, les populations ont pleinement adhéré. C'est une opération qui nous a permis de rassembler le maximum d'informations pour des interventions futures. 5 jours durant, les éléments des forces armées béninoises, avec l'appui et le soutien logistique de leurs homologues des forces de sécurité, se sont attelés à débusquer et à mettre hors d'état de nuire les réseaux de grand banditisme et de terrorisme qui opèrent dans ce périmètre. En marge de l'opération, des dispositifs médicaux gratuits ont été mis en place dans ces localités pour accueillir et soigner les malades. Les populations ont salué et souhaité la pérennisation de l'opération. À Kalalé, la première journée, nous avons eu à peine 136 personnes. Et la deuxième journée, nous sommes montés jusqu'à 210, donc ce qui nous faisait un total de 346 personnes. Donc ça veut dire que c'est monté en crescendo d'un seul coup. À Tchaourou, nous avons vu 211 personnes. Tout le CS vraiment est content de ce qu'ils sont en train de faire. C'est bon, ils accueillent bien. Avec joie, ils soignent bien. Je les ai aidés aussi ensemble, on a soigné des gens. Je suis très contente. Si on peut encore nous envoyer de ces gens comme ça là, au moins 2 à 3 fois par an, nous serons contents dans Tchaourou. Le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Arro, chef d'état-major général des forces armées béninoises, a fait une visite de terrain. Il se dit satisfait du bon déroulement de l'opération. Entre les relations civilo-militaires, en tant que chef des armées, je suis pleinement satisfait et très content. Ça nous a permis de tester nos capacités au niveau de la communication et de l'interopérabilité entre les différentes forces. Ça nous a permis de tester nos moyens roulants. Il y a eu quelques cas qu'on n'a pas fini de soigner ou de traiter. Au niveau du haut commandement, au niveau des corps constitués, nous avons décidé d'un commun accord de soutenir le service de santé pour que ces cas graves qui nécessitent des opérations, qui nécessitent la chirurgie, que nous puissions continuer à supporter ces familles qui sont des familles démunies ou des gens indigents. Le choix des localités de Touy, Tchaourou et Kalalé pour abriter l'opération n'est pas le fruit du hasard. Ces zones ont été le théâtre d'une série de braquages, d'événements avec demande des rançons et des assassinats crapuleux. Comme l'indique le nom de l'opération Imolédé, la lumière à lui dans les départements du Borgou et des Collines au thème des 5 jours d'activité. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a procédé ce mardi 9 février 2021 à la revue du plan de travail annuel 2020 et au lancement de celui de 2021. C'était en présence du ministre de tutelle Modeste Kérékou, de même que des travailleurs du dit ministère. Plus de précisions dans ce reportage de Chimène Dadé, Paul Estessa aussi. Passer en revue le plan de travail annuel et lancer celui de 2021, c'est l'objectif de cette rencontre au cours de laquelle les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi ont exposé leurs différentes réalisations tout au long de l'année 2020. Nous voici à nouveau réunis pour le même exercice. Passer au peigne fin nos performances au titre du 4e trimestre de l'année écoulée, l'année 2020, il est de notre devoir de
passer sous appréciation collective nos méthodes de travail individuelles et collectives. Le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue du plan de travail annuel de l'an 2020 a également été fait. Sur les 8 recommandations, 4 ont été entièrement exécutées, 2 partiellement et 2 en sont encore à leur étape de démarrage. Nos efforts en 2020, malgré le contexte difficile de crise sanitaire, ont permis d'améliorer nos performances comparativement à 2019, même si elle n'a pas atteint le niveau attendu. Nous faisons toujours face à la grave crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle nous oblige à repenser et à améliorer nos approches, nos modèles d'intervention et à concevoir des stratégies nouvelles pour mieux accomplir nos missions. Malgré la pandémie du coronavirus, les performances du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi ont connu une évolution comparée aux années précédentes, soit 68% le taux d'exécution physique et 81,3% le taux d'exécution financier. Nous sommes en Chine et on parle économie pour finir avec le PIB de la province de Guangdong dans le sud de la Chine qui a franchi la barre de 11 milliards de yuan, ce qui positionne le pays devant la Corée du Sud. Nous avons plus de précisions dans ce reportage de nos amis de la CCTV+. Pour la première fois, le PIB de la province du Guangdong a dépassé celui de la Corée du Sud. Elle avait déjà dépassé l'Espagne, l'Australie et le Mexique. Le commerce extérieur a joué un rôle majeur dans la croissance de l'économie du Guangdong en 2020. Elle a exporté des milliards de yuans de fournitures médicales, de vêtements traditionnels et d'appareils ménagers. Mais le professeur Lin Jiang affirme que la puissance économique est confrontée à des incertitudes. En 2021 et dans les années à venir, si le gouvernement veut faire de la demande intérieure un moteur majeur de l'économie en double circulation, cela présentera un défi pour le Guangdong, parce qu'il est orienté sur l'exportation. Le Guangdong ne peut pas déplacer toutes ses entreprises vers le marché intérieur. Cette souris fabriquée en Chine m'a coûté environ 100 yuan, soit 15 $ américains, alors qu'aux États-Unis, c'est 30 $. Si tous les fabricants de souris cessent d'exporter et se tournent vers le marché intérieur, leurs bénéfices vont baisser. Et en raison de l'offre énorme, le prix de chaque article pourrait être encore moins cher que 15 $. Les usines peuvent avoir du mal à couvrir le coût des matières premières et des salaires. Le professeur Lin dit qu'ils devront soit fermer ou se tourner vers d'autres entreprises, telles que la nouvelle économie, y compris la 5G et l'intelligence artificielle. Passer de la fabrication d'une souris à un appareil 5G est un grand défi, autant que de faire passer une usine de tissu aux semi-conducteurs. Je pense que grâce à des améliorations et des plans de transformation, plus d'usines qui étaient des exportateurs seront modernisées pour devenir des industries haut de gamme. Le professeur Lin dit qu'avec les pays avec une main-d'œuvre moins chère, comme en Asie du Sud-Est, l'appréciation du yuan et les appels du gouvernement pour une croissance de haute qualité, les exportateurs seront obligés de repenser leur développement futur. Les autorités du Guangdong offrent maintenant une formation professionnelle aux employés, les préparent à de nouvelles opportunités dans un marché en mutation. Ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ETV.